Chunk 1. Christopher Walken s'est un jour enfermé dans une cabane isolée pendant des semaines, évitant tout contact humain. Ce qu'il a vu pendant cet isolement, il ne l'a jamais complètement expliqué, mais les hallucinations l'ont changé à jamais. Ce n'était qu'une des nombreuses fois où Walken s'est complètement perdu en se préparant pour des rôles. Il s'est affamé en ne mangeant que des bananes et du riz. Il a volé des costumes sur tous les plateaux de cinéma. Il a refusé de conduire, de nager ou même d'utiliser un téléphone. Derrière les personnages effrayants se cachait un homme vivant dans une peur constante. La vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette cabane révèle pourquoi Walken est devenu la star la plus étrange d'Hollywood. Christopher Walken est né Ronald Walken le 31 mars 1943 à Astoria, dans le Queens. Sa famille avait commencé sa vie en Amérique que depuis peu. Son père Paul venait d'Allemagne et sa mère Rosalie d'Écosse. Ils ont lutté comme beaucoup de familles immigrées après la Seconde Guerre mondiale, en gérant une petite boulangerie qui rapportait juste assez pour survivre. Mais la boulangerie n'était pas seulement une question de pain. Elle est devenue le cœur de leur quartier. Et le jeune Ronald, debout derrière le comptoir, s'est imprégné des voix et des rythmes de dizaines de cultures. La façon dont les gens parlaient, la façon dont ils bougeaient, tout cela est resté avec lui. Sans s'en rendre compte, il construisait l'étrange débit hypnotique qui deviendrait un jour sa marque de fabrique. À l'âge de 3 ans, sa mère avait transformé ses fils en un numéro de spectacle. Elle les habillait comme les Marx Brothers et les traînait aux auditions. Ronald était juste un bambin quand il a commencé à danser sur scène au Majestic Theatre de Brooklyn pour $50 par semaine. À 7 ans, il était déjà un enfant figurant régulier au studio du Rockefeller Center de NBC, gagnant quelques dollars par jour. La plupart des gens ne remarquaient pas les garçons qui traînaient derrière des stars célèbres comme Dean Martin ou Jerry Lewis, mais Ronald observait tout. Il prêtait attention à la façon dont la lumière frappait les visages des acteurs, à la façon dont les réalisateurs donnaient des instructions sèches, à la façon dont toute la machine du show business fonctionnait avec une froide précision. Rien de tout cela n'était glamour, mais il apprenait tranquillement, méthodiquement, comme un fantôme en arrière-plan. Quand il avait 15 ans, tout a changé. Sa petite amie lui a montré une photo d'Elvis Presley dans un magazine, et cela l'a frappé comme la foudre. Il a vu cet homme étrange, semblable à un dieu, et a dit « J'ai aimé tout ce qui le concernait ». À partir de ce jour, il s'est coiffé comme Elvis et n'a jamais changé. Pas une seule fois. Même aujourd'hui, son look et sa chausse est figé dans ce moment. Il a commencé à imiter la voix d'Elvis, aussi. Chunk 2. Ses poses lentes et glissantes, ce rythme qui ressemblait plus à de la musique qu'à une conversation. Mais il n'y avait pas qu'Elvis qui le façonnait. De retour à la boulangerie, les artistes et les vaudevillistes qui passaient laissaient aussi des fragments de leur voix derrière eux. Tout cela a fusionné en quelque chose de totalement unique. Cet étrange rythme de paroles brisées que les gens trouveraient plus tard impossible à imiter se formait déjà avant qu'il n'ait jamais eu une ligne dans un film. À 10 ans, il s'est inscrit à la Professional Children's School de Manhattan. Ce n'était pas vraiment une école au sens habituel du terme. C'était un terrain d'entraînement pour jeunes artistes. Les enfants partaient après le déjeuner pour chanter, danser et jouer dans des spectacles professionnels. L'endroit était rempli de futures stars, comme Liza Minnelli et Elliott Gould, mais c'était impitoyable. Les professeurs servaient également de découvreurs de talent et prenaient des commissions sur vos gains. En dehors de ce monde étrange, les choses n'étaient pas plus faciles. Ronald était moqué pour ses cours de danse, insulté par ses camarades de classe et se bagarrait. Cela l'a rendu dur, en contradiction avec lui-même. Un garçon qui pouvait chanter et faire des claquettes, mais aussi frapper sans prévenir. Cette contradiction ne l'a jamais quitté. À 14 ans, il en avait assez de l'école traditionnelle et a complètement abandonné pour travailler à plein temps. Son père était furieux, un boulanger allemand qui croyait au travail stable. Paul Walken ne pouvait pas accepter que son fils joue tout sur une carrière qui pourrait ne jamais rapporter. Mais Ronald était déterminé.
Il a passé le reste des années 1950 à apparaître dans plus de 100 émissions de télévision. La plupart du temps, il n'était rien de plus qu'un figurant, mais il observait, apprenait, comprenait chaque pièce du puzzle. À 16 ans, en 1959, il a décroché un rôle à Broadway dans Best Foot Forward. La même année, il a obtenu un emploi que personne ne pouvait croire. Il est devenu dompteur de lions. Il a travaillé un été au cirque avec une lionne nommée Sheba. Elle n'était pas dangereuse. Elle s'asseyait et jouait comme un chien, mais cela n'avait pas d'importance. Pour un jeune de 16 ans, c'était sauvage et inoubliable. Chunk 3. Des années plus tard, quand les gens lui demandaient pourquoi il avait fait ça, il disait simplement « Qui refuserait ça ?» En 1964, alors qu'il se produisait comme danseur dans un spectacle de cabaret, son patron, Monique Van Voren, a décidé de le présenter avec un nom différent juste pour s'amuser. Christopher l'a-t-elle appelé pour des raisons que même lui ne pouvait pas expliquer. Le nom est resté à jamais. Ronald Walken a disparu cette nuit-là. Dès lors, ce fut Christopher Walken, bien que ses amis proches et sa famille l'appellent toujours Ronnie. Depuis l'âge de 3 ans, la danse faisait partie de sa vie. Pas seulement le ballet, mais les claquettes, l'acrobatie, tout. Sa formation n'était pas seulement artistique, et c'était une question de survie. C'est ce qui lui a permis d'intégrer les chœurs de Broadway, notamment la comédie musicale J.B. en 1958, alors qu'il n'avait que 15 ans. Et c'est ce qui a stupéfié le public des années plus tard, lorsqu'il a dansé dans le film Pennies from Heaven et même dans le clip vidéo Weapon of Choice de Fatboy Slim. La danse était toujours là, toujours réelle. Mais toutes ces expériences de jeunesse n'ont pas été éblouissantes. Un été, alors qu'il travaillait dans un théâtre régional, il a vu un autre acteur complètement craqué à cause du trac pendant une représentation. Ce moment s'est gravé dans sa mémoire. Walken a déclaré plus tard « Un public est la chose la plus dangereuse au monde. » L'expérience lui a appris à craindre la scène, non pas à cause des lumières, mais parce que les gens avaient payé et qu'ils regardaient. Les plateaux de cinéma lui semblaient plus sûrs. Vous n'étiez pas exposé à des centaines de jugements silencieux, juste à l'équipe, juste au travail. En 1963, il a rejoint la reprise Off-Broadway de Best Foot Forward, cette fois aux côtés d'une jeune Liza Minnelli. Ils étaient fauchés. Walken dormait dans les théâtres entre les spectacles. Minnelli dormait parfois sur des bancs de parc. C'était des enfants qui poursuivaient des rêves sans avoir où aller une fois le rideau tombé. Mais ils se sont liés d'amitié à travers cette pauvreté. Minnelli l'appellera plus tard l'une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles elle ait jamais travaillé. La même année, lors d'une tournée dans West Side Story, Walken a rencontré Georgian Thon à Chicago. Elle a été frappée par son énergie intense, et les deux ont entamé une romance qui a abouti à un mariage en 1969. À chaque étape de sa carrière, elle était restée à ses côtés. Sa grande chance est venue en 1966 lorsqu'il a remporté le Clarence Derwent Award pour avoir incarné Philippe II de France dans Le Lion en hiver. Il avait 23 ans et le prix de 500 $ lui semblait une fortune. Chunk 4. Mais le succès a eu une tournure étrange. Sa peau pâle, ses yeux perçants et sa voix étrange l'ont fait cantonner à des rôles de méchants, de fous ou d'inadaptés. Il avait étudié la danse, espérait faire des comédies musicales, mais les réalisateurs ne voyaient que l'étrange. Il était frustré, enfermé par un visage que les autres trouvaient trop troublant pour des rôles normaux. Il a continué à pousser, à jouer. À la fin des années 1960, il avait accumulé plus de 20 rôles off-Broadway, dont un où il apparaissait entièrement nu sur scène dans une pièce de guerre intitulée The Unknown Soldier and His Wife. Certaines personnes sont sorties. Il s'en fichait. Il était intrépide, et cette intrépidité s'est fait remarquer. En 1968, Walken a reçu une nomination aux Tony Awards pour The Rose Tattoo. Mais les éloges n'ont pas calmé les tempêtes qui sévissaient en lui. Cette année-là, il a assisté à plus de 200 auditions.
La plupart n'ont mené à rien. Les rejets se sont accumulés. Il a envisagé d'abandonner et de retourner à la boulangerie. C'était une vie simple, mais c'était sûr. Il a failli le faire, mais Georgianne l'en a dissuadé. À peu près à la même époque, il a remporté le Theatre World Award et cette petite victoire a maintenu la flamme allumée. 2 ans plus tard, en 1970, il a remporté à la fois l'Obie Award et le Drama Desk Award pour Lemon Sky. C'était sa performance la plus personnelle à ce jour. La pièce abordait la famille, l'identité et la sexualité. Pendant les répétitions, il a ajouté lui-même des lignes qui laissaient entrevoir la fluidité sexuelle du personnage. Il a dit plus tard, « Je suppose que c'est ainsi que je me considère aussi. » C'est en 1973 qu'il l'a dit publiquement. À une époque où peu d'acteurs osaient parler honnêtement de telles choses, Walken n'a pas sourcillé. La même année, il a finalement quitté son studio et emménagé dans une vraie maison à Greenwich Village. Christopher Walken n'est pas tombé par hasard dans le cinéma. Son premier film ressemblait plus à une expérience artistique qu'à des débuts hollywoodiens. Il s'appelait Me and My Brother et bien qu'il soit sorti en 1969, il avait été filmé pendant plusieurs années étranges, de 1965 à 1968. Le film était chaotique, mélangeant des personnes réelles avec des acteurs et échangeant même un homme réel souffrant de schizophrénie avec un acteur à mi-chemin lorsqu'il a quitté le plateau. Il mettait en vedette le poète beat Peter Orlovsky, son frère Julius, et mettait même en scène Allen Ginsberg. Chunk 5. Walk n'apparaissait que brièvement, mais le fait de pénétrer dans un film aussi brut et imprévisible a marqué son entrée étrange et décalée dans le cinéma. Il n'était pas le seul à débuter. Le scénario avait été coécrit par un jeune Sam Shepard. Ensemble, ils faisaient partie de quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à un livre de règles. 2 ans plus tard, en 1971, Walken a décroché son premier vrai boulot en studio dans The Anderson Tapes, réalisé par Sidney Lumet. Il y jouait un génie hippie de l'électronique travaillant dans une boutique poussiéreuse. Sauf que le coup de théâtre était que chacun de ses mouvements était déjà surveillé par des agents du gouvernement. Cette ironie était présente tout au long du film. Chaque personnage était secrètement surveillé par quelqu'un d'autre. C'était l'un des premiers films à faire de la surveillance un thème central. Et la présence étrange et discrètement intense de Walken s'est démarquée, surtout aux côtés d'un vétéran comme Sean Connery. C'est le moment où Hollywood a réalisé que Walken pouvait faire plus qu'apparaître. Il pouvait perturber, charmer et déconcerter en même temps. Il a transformé un simple monologue en légende. Dans Annie Hall, il jouait Dwayne Hall, le frère profondément troublé d'Annie. Sa scène était courte, seulement 90 secondes, mais inoubliable. Il a parlé de son désir de foncer dans la circulation venant en sens inverse. Et la façon dont il l'a dit a donné l'impression que le temps s'était arrêté quelques secondes plus tard. Ce même personnage perturbé conduisait calmement le personnage de Woody Allen à l'aéroport. Le passage soudain de l'horreur à l'humour était parfait. Assez étrangement, le nom de Walken était même mal orthographié dans les crédits, mais personne n'a oublié son visage. La même année, Walken a montré quelque chose de complètement différent dans Roseland. Au lieu de jouer un étrange marginal, il a dansé, littéralement. Le film se déroulait entièrement à l'intérieur du Roseland Ballroom. Et Walken jouait un escroc à la langue bien pendue, jonglant avec 3 femmes à la fois. Mais même ici, il n'a pas joué la carte de la facilité. Son personnage avait des principes. Il a apporté de la sincérité à un rôle qui aurait pu être superficiel, et cela a rappelé à tout le monde qu'il avait été formé à la danse. Ce n'était pas seulement un coup de chance. Ses mouvements ne faisaient pas seulement partie du rôle. Ils étaient une partie cachée de son passé qui finissait par percer. Puis c'est venu le tournant. En 1978, Voyage au bout de l'enfer a tout changé. Chunk 6. Walken jouait Nick, un métallurgiste brisé par la guerre du Vietnam.
Pour ressembler au personnage, il a à peine mangé pendant des semaines, juste des bananes, du riz et de l'œuf. Il a étudié de vrais vétérans, a perdu le sommeil et a poussé son corps dans une enveloppe hantée. Les scènes de roulette russe étaient terrifiantes et personne n'a quitté le cinéma indemne. À seulement 35 ans, Walken est reparti avec l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. C'était officiel. Il n'était plus seulement étrange ou intéressant. Il était puissant. Mais au lieu d'utiliser cet Oscar pour courir après la célébrité, il a fait l'impensable. En 1980, il a retrouvé Michael Cimino pour filmer La Porte du Paradis, un film qui est devenu un échec légendaire. Il a coûté 44 millions de dollars et n'en a rapporté que 3,5 millions. Les gens ont parlé de désastre et les retombées ont été si importantes qu'elles ont détruit un studio. Mais Walken ne l'a pas regretté. Il a défendu le film. Même des décennies plus tard, cette loyauté lui a coûté son élan. Mais cela a montré quel genre d'acteur il était. Il ne courait pas après les succès, il courait après le sens. L'année suivante, en 1941, Walken a fait un geste qui a choqué tout le monde. Dans Pennies from Heaven, il a joué un souteneur de claquettes qui séduit les femmes par le biais de la chanson. Dans une scène inoubliable, il danse, se déshabille et tournoie sur le sol dans une chorégraphie parfaite. Le tout en seulement 5 prises, sans coupure. Mais le film a fait un flop et, pendant des mois, personne n'a appelé. Les gens ne savaient pas quoi penser de lui. Il était un lauréat d'un Oscar, mais aussi un danseur, un preneur de risques, quelqu'un d'impossible à mettre dans une case. Cette performance est devenue légendaire, mais elle a failli tout ruiner. En 1983, il est revenu à quelque chose de plus sombre, de plus solitaire. Dead Zone, basé sur une histoire de Stephen King, a donné à Walken le rôle de Johnny Smith, un homme qui se réveille d'un coma, avec le pouvoir de voir l'avenir des gens. Pour se préparer, Walken s'est enfermé dans une cabane isolée, évitant tout contact humain pendant des semaines. L'isolement l'a conduit à des hallucinations, bien qu'il n'ait jamais expliqué exactement ce qu'il avait vu. Quand est venu le moment de tourner les moments étranges du film, comme traverser une maison en flammes ou serrer la main à des personnes dangereuses, Walken a livré quelque chose de si fragile et de si hanté que même Roger Ebert l'a salué comme l'une de ses performances les plus précises sur le plan émotionnel. Chunk 7. Cela a contribué à reconstruire sa carrière après Pennies from Heaven. En 1935, il était prêt à se lancer dans quelque chose de plus fou. Dans Dangereusement Vôtre, il est devenu un méchant de Bond. Max Zorin. Pour le rôle, il s'est teint les cheveux en platine et a réalisé des cascades dangereuses au-dessus du Golden Gate Bridge. Un glissement de harnais a failli tourner au désastre et lui a laissé une peur du vide qui est restée à vie. Mais le personnage était inoubliable. Avec un ricanement et des répliques étranges, Walken a transformé Zorin en l'un des ennemis les plus mémorables de Bond. Il avait l'air de passer le meilleur moment de sa vie tout en étant sur le point de mourir. Mais la performance la plus obsédante est venue en 1986. À distance rapprochée n'était ni un fantasme ni une satire. C'était réaliste, brutal et personnel. Walken a joué Brad Whitewood Sr., un chef de la pègre impitoyable inspiré d'un vrai tueur de Pennsylvanie. Il a joué aux côtés de Sean Penn et de nombreuses scènes ont été improvisées, y compris des moments de violence terrifiants qui ne figuraient pas dans le scénario. Des membres de l'équipe ont déclaré que Walken restait dans son personnage même entre les prises. Une scène où il agresse une jeune fille a donné des frissons au public. Les critiques ont salué sa transformation la plus complète. Il ne jouait plus. Il était devenu quelque chose d'entièrement différent. Lorsque King of New York a été présenté en avant-première en 1990, la plupart des gens ne savaient pas quoi penser de Frank White. Ses cheveux lisses, son costume repassé et son regard froid étaient étranges. Mais ce qui a vraiment dérangé le public, c'est son calme. Christopher Walken ne l'a pas joué comme votre gangster typique. Son immobilité n'était pas de la paresse.
c'était du contrôle. Chaque pause, chaque ligne bizarre sur le partage de l'argent de la drogue avec les pauvres venait d'un lieu d'isolement et de folie. Walken s'était enfermé avec le personnage, le façonnant davantage comme une idée tragique que comme un homme. Les critiques du New York Film Festival l'ont qualifié d'abomination. Mais des années plus tard, les cinéastes ont commencé à le copier. Ce méchant effrayant, inhabituellement silencieux et doté d'un étrange code moral. Chunk 8. Frank White a inventé ça. Sans lui, il n'y a pas d'Anton Chigurh, pas de Kaiser Söze, juste du bruit. 2 ans plus tard, Walken est arrivé sur le plateau de Batman, le défi avec un plan différent. Il a joué Max Schreck, l'homme d'affaires lisse qui faisait des affaires avec des monstres. Mais il avait une autre mission en coulisses. Il en voulait à sa garde-robe. Walken avait alors une habitude. Il volait des costumes de tous les films auxquels il travaillait, pas seulement pour s'amuser. C'était sa façon de s'habiller dans la vraie vie. Toute sa garde-robe était constituée de personnages. Lorsque Batman, le défi s'est terminé, l'équipe de la garde-robe avait déjà vidé sa loge pour l'en empêcher. Malgré tout, il s'en est tiré avec quelques objets au fil des ans. Il a dit un jour qu'il portait encore une veste Giorgio Armani du film Les Complices de 1990. « Je n'achète jamais de vêtements », a-t-il admis. « Je vole. » Cela faisait partie de sa mythologie. Tout comme ses personnages, Walken brouillait la frontière entre la vie réelle et la performance. Dans True Romance, Open Sesame mise en scène. Sorti en 1993, Walken a livré une performance si précise qu'elle a effrayé l'auteur. Tarantino avait écrit chaque mot de la scène d'interrogatoire. Rien ne devait être improvisé, mais d'une manière ou d'une autre, elle semblait vivante d'une manière qu'aucun scénario ne devrait l'être. Walken n'a changé que 2 mots, aubergine et cantaloupe. Tout le reste était pure mémoire et intention. Tarantino était gêné, non pas parce que Walken avait mal compris, mais parce qu'il avait si bien compris. Il a mémorisé chaque petit mot et l'a transformé en quelque chose de dangereux. Alors qu'il interrogeait le personnage de Dennis Hopper, chaque syllabe résonnait comme une menace. La scène est devenue un chef-d'œuvre de tension cinématographique. Tarantino a déclaré que c'était le moment où il a réalisé ce que les acteurs pouvaient faire de son écriture s'ils la prenaient au sérieux. Puis est venu Pulp Fiction en 1995. Un simple monologue sur une montre en or transmise de père en fils à travers la guerre et la captivité a tout changé. Chunk 9. Le capitaine Kunz de Walken ne se contentait pas de raconter une aisée histoire. Il piégeait le public à l'intérieur. Cela a commencé comme un conte d'honneur. Puis il a expliqué avec désinvolture comment il avait gardé la montre cachée à l'intérieur de son corps pendant 2 ans. Ce qui l'a rendu inoubliable, ce n'était pas seulement les mots, c'était la façon dont il les a dit. Le résultat était un mélange parfait de comédie et d'horreur. Seul Walken pouvait réussir ça. 1 minute, vous riez, la minute suivante, vous vous demandez pourquoi vous riez. En 1995, la prophétie a emmené Walken dans un endroit plus sombre, le paradis, mais pas le genre paisible. Il a joué l'archange Gabriel et il n'y avait rien d'angélique en lui. Il ne sauvait pas les âmes, il les chassait. L'âme dont il avait besoin ferait basculer l'équilibre du paradis lui-même. Et Lucifer n'était pas content. À la fin, Lucifer traîne Gabriel en enfer, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est arrogant. Walken l'a joué comme un tyran divin plein de jalousie et d'orgueil. Ce n'était pas le genre d'ange auquel les gens priaient. C'était le genre qui vous faisait remettre en question votre foi. À travers lui, le paradis ressemblait à un autre royaume brisé. Et Walken le gouvernait d'un murmure. 7 ans plus tard, en 2002, il a décroché un rôle qui lui a enfin valu sa 2e nomination aux Oscars. Dans Arrête-moi si tu peux, il a joué Frank Abagnale Sr. Le père triste et charmant de l'escroc, en fuite incarné par Leonardo DiCaprio. Walken n'avait pas besoin d'être bruyant ou terrifiant. Il devait juste être brisé.
Alors que le film avançait à travers les fraudes et les escroqueries aéroportuaires, il revenait toujours à cet homme, le père qui perdait tout. Walken a apporté de la chaleur et de la douleur à chaque instant, en particulier dans les scènes où il essaie de convaincre son fils que tout ira bien, même lorsqu'il ne le croit plus lui-même. À 59 ans, Walken n'était plus seulement intense, il était humain. En 2007, la plupart des acteurs de son âge ralentissaient. Pas Walken. Chun Hank, 10. Dans Hairspray, il a dansé et chanté à l'écran avec John Travolta, prouvant que ses racines dans le théâtre musical étaient toujours vivantes. Le numéro You're Timeless to Me n'était pas qu'une simple chanson. C'était Walken qui récupérait une partie de son passé, ses jours dans les années 1950 et 60 où il se produisait en direct sur sa scène. Et le charme n'avait pas disparu. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars. Et soudain, les familles qui ne le connaissaient que comme le type bizarre de ces films étranges riaient avec lui. Pas de lui. Il avait 64 ans, mais il bougeait comme un homme de la moitié de son âge, dansant à travers la nostalgie avec la même énergie étrange qu'il avait toujours eue. En 2012, il a pris un autre virage à gauche avec Sept psychopathes. Il a joué Hans, un criminel philosophique qui se souciait plus des animaux que des gens. Ses répliques étaient prononcées avec ce parfait rythme Walken, quelque part entre confus et divin. Il parlait de la violence à l'écran comme un professeur, mais tenait une arme comme s'il se fichait de qui regardait. L'une de ses répliques les plus célèbres, « On ne peut pas laisser les animaux mourir dans un film, seulement les femmes », résumait toute la moralité tordue du film. Ce n'était pas seulement drôle, c'était brutalement honnête. Walken vous faisait rire, puis vous demandait si vous auriez dû le faire. Puis, en 2016, quelque chose d'inattendu s'est produit. Walken est retourné dans la jungle. Pas littéralement, mais en voix. Il a joué le roi Louis dans le livre de la jungle, mais pas l'orang-outan amusant du dessin animé. Ce Louis était une espèce de singe éteinte. Imposante, conçue pour avoir un son terrifiant et un aspect encore pire. Le réalisateur Jon Favreau l'a redessiné pour qu'il corresponde à la voix de Walken, plus profonde, plus étrange, plus imposante. Son grand numéro, « Je veux être comme toi », était un mélange de vieux Broadway et de menaces anciennes. Le personnage entier donnait l'impression de sortir d'Apocalypse Now, et ce n'était pas un hasard. Walken ne s'est pas contenté de chanter. Il a transformé une chanson pour enfants en une menace de la jungle. Le film a rapporté 966 millions de dollars et sa version du Roi Louis est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens s'en souviennent. Christopher Walken a rencontré Georgian Thon pour la première fois en 1963 lors d'une production sur scène de West Side Story à Chicago. Ils étaient tous les deux danseurs à l'époque. Cette rencontre s'est transformée en une histoire d'amour calme et régulière. Ils sont sortis ensemble pendant 6 ans et se sont mariés à New York en janvier 1969. Chunk 11. Dès le départ, ils ont pris une décision que de nombreux couples ne prennent pas. Ils ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Walken a dit à plusieurs reprises que ce seul choix a joué un rôle important dans le succès de sa carrière. Sans les distractions familiales, il pouvait tout donner au jeu d'acteur, et cela a fonctionné. Il a joué dans plus de 100 films au cours de 7 décennies. Il a remarqué combien de ses collègues acteurs ont ralenti ou ont abandonné le jeu d'acteur après avoir fondé une famille, ce qu'il n'a pas fait. Même à 82 ans, il est toujours en pleine forme. Il a récemment obtenu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans Severance. Selon lui, le fait de ne pas avoir d'enfant est la raison pour laquelle il a pu durer aussi longtemps à Hollywood. Loin des projecteurs, Walken mène une vie très différente. Lui et Georgian passent la plupart de leur temps dans une ferme à Wilton, dans le Connecticut. C'est un endroit calme et paisible, loin du bruit du show business. Il dit que c'est plus relaxant que leur appartement à New York. Ils partagent leur maison avec des chats et Walken en parle avec une réelle chaleur. L'un d'eux s'appelait Sam Bowtie.
Un autre, Flapjack, est décédé. Walken a dit un jour que les chats et les acteurs se ressemblent. Ils s'intéressent surtout à leurs propres espèces. Il aime la façon dont son chat l'accueille quand il ouvre la porte. Ce genre de vie leur convient. Ils ne vont pas aux fêtes hollywoodiennes. Ils ne recherchent pas l'attention. Ils ont gardé leur vie privée pendant plus de 50 ans. Parfois, ils passent du temps à New York, mais leur cœur appartient au coin tranquille du Connecticut. En 1973, Walken a fait quelque chose d'audacieux. Tout en faisant la promotion de son rôle dans Le Marchand de Venise, il a accordé une interview au magazine After Dark qui a stupéfié les gens. Il a parlé du personnage qu'il jouait, puis a ajouté quelque chose de profondément personnel. Il a dit qu'il voyait le personnage comme bisexuel et que, d'une certaine manière, il se voyait aussi comme ça. Il a dit qu'il détestait l'idée d'être enfermé dans une étiquette, même si sa vie était hétérosexuelle. À l'époque, une telle déclaration aurait pu détruire une carrière. Chunk 12. Mais Walken l'a dit quand même. Il pensait qu'il était important que les gens soient plus ouverts. Même s'il n'a jamais été publiquement impliqué avec des hommes, ses paroles ont montré une rare honnêteté, surtout en 1973. Il était en avance sur son temps et il a fallu un vrai courage pour dire quelque chose comme ça. Même aujourd'hui, Walken reste tout aussi inhabituel. Dans une interview de janvier 2025, il a révélé qu'il n'utilisait toujours pas la technologie moderne. Pas de téléphone, pas de courrier électronique, pas de médias sociaux. Il a dit que la seule technologie qu'il possède est une antenne parabolique. Quand il a voulu se regarder dans Severance, Apple a dû lui envoyer des copies DVD. Il n'a jamais tweeté, n'a jamais envoyé de SMS, n'a jamais envoyé de courriel à qui que ce soit. Il est resté complètement hors ligne dans un monde qui est toujours connecté. Ce choix de style de vie correspond à l'énergie qui règne sur le plateau de Severance, où le réalisateur Ben Stiller a interdit les téléphones pour que les acteurs restent concentrés. Pour Walken, éviter la technologie n'est pas seulement une habitude. Cela fait partie de la façon dont il protège sa concentration, sa vie privée et sa tranquillité d'esprit. Il y a aussi une partie plus sombre et plus mystérieuse de sa vie. Le 29 novembre 1951, il était sur un yacht avec Natalie Wood, son mari Robert Wagner et le capitaine du bateau. Cette nuit-là, Natalie s'est noyée dans des circonstances étranges et tragiques. Elle n'avait que 43 ans. Des rumeurs ont circulé pendant des décennies. Le capitaine a déclaré plus tard que Wagner s'était mis en colère et avait accusé Walken d'avoir essayé de séduire sa femme. Des personnes présentes à proximité ont signalé des cris, des choses qui se brisaient et ce qui ressemblait à une bagarre. Quand on a interrogé Walken à ce sujet en 1986, il n'a pas voulu parler. Il a dit qu'elle avait glissé et était tombée. Et puis, il a mis fin à la conversation. Son ton était froid, son expression encore plus froide. Pendant 40 ans, il a refusé d'en discuter. Puis, en 2011, l'affaire a été rouverte. Walken a coopéré avec la police, mais à une seule condition. Il ne pouvait pas révéler ce qu'il leur avait dit. La sœur de Nathalie a dit qu'il avait probablement donné aux détectives des informations clés, mais qu'il voulait se protéger. Chunk, 13. En 2018, l'affaire n'était plus considérée comme un accident. Elle était désormais classée comme mort suspecte. Wagner est devenu une personne d'intérêt. 2 nouveaux témoins se sont manifestés, affirmant avoir entendu la bagarre et l'un d'eux l'avoir même vue. Ce qu'ils ont dit correspondait à ce que le capitaine avait dit depuis le début. Il est possible que la coopération privée de Walken ait donné aux enquêteurs ce dont ils avaient besoin pour voir l'affaire sous un nouveau jour. Au-delà de tout cela, Walken a des habitudes étranges. L'une des plus étranges est son habitude de voler des vêtements sur les plateaux de cinéma. Pas 1 ou 2 fois. Il le fait depuis des années. Il a dit en 2010, qu'il n'achetait jamais de vêtements. Toutes les tenues qu'il porte proviennent d'un plateau de cinéma. Il les prend simplement. Personne ne lui donne rien. Il les vole.
Son article préféré est une vieille veste noire d'un film de 1990 où il jouait un aristocrate italien sinistre. Pendant Batman, le défi, l'équipe des costumes s'en est rendu compte et a dû cacher les cravates et les boutons de manchette avant qu'ils ne puissent les prendre. C'est plus que du simple vol. C'est comme s'il ramenait des morceaux de ses personnages les plus sombres à la maison avec lui. Il ne semble pas coupable à ce sujet. Au contraire, cela fait partie de ce qu'il est maintenant. Walken vit également avec des peurs profondes. Il était si terrifié par les chevaux. Il a dit un jour que les chevaux peuvent sentir sa peur et s'emballer chaque fois qu'ils montent. Pendant Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête, en 1999, son personnage était censé être un terrifiant cavalier sans tête, mais Walken ne pouvait pas monter à cheval. Alors, ils ont construit un cheval mécanique juste pour lui. Des images de synthèse et des astuces de caméra ont été utilisées pour le faire paraître réel. Une doublure a fait tout le travail de montre réelle. Ses peurs ne s'arrêtent pas aux chevaux. Il ne conduit pas. Il déteste voler. Chunk. 14. Il évite les foules. Il ne nage pas. Pour quelqu'un connu pour avoir joué des méchants intrépides, la vérité est surprenante. Il vit avec une peur constante, même si les personnages qu'il joue sont tout le contraire.